Binge Audio. Joe Biden. Mr. Vice President. Just 1 second, Chris. Okay. It looks like you're ready to debate Joe. Absolutely not. But I've got the beginning of 46 fantastic ideas I may or may not have access to. Now, let's do this. I'm holding my bladder. Let's get at her. Salut, c'est Thomas Rozek. Je me rappelle plutôt bien de l'année 1994. C'est fastoche, j'avais 8 ans et je me souviens surtout de l'irruption dans le monde du divertissement d'un acteur inconnu qui allait devenir l'icône de la fin des années 90. Un certain Jim Carrey. Je me rappelle aussi très bien de l'année 1998 où, sans avoir trop réfléchi, je suis allé avec mes potes un mercredi après-midi au cinéma voir le nouveau Carrey en pensant qu'on allait bien se marrer. Sauf que c'était le Truman Show, que c'était assez terrifiant. Génial, mais terrifiant. Et puis cette année, c'est avec ce mélange d'admiration et de souvenirs que, comme plein d'autres, je me suis réjoui de voir ressurgir un Jim Carrey en pré-retraite relancé en tant qu'imitateur officiel du futur président américain Joe Biden dans l'émission à sketch Saturday Night Live. Car Carrey, le clown jadis décérébré, adoubé par la critique après son passage obligé par le cinéma sérieux, est aussi quelqu'un qui sait, par bien des aspects, manier le côté politique de l'amuseur public. C'est ce qu'on va voir avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Ce questionnement, il nous vient notamment de la lecture d'un livre, Jim Carrey, l'Amérique démasquée, du critique de cinéma Adrien Desnouettes, un superbe et passionnant objet paru chez Façonnage Éditions. Adrien Desnouettes, qui est, vous l'aurez compris, notre invité, à qui j'ai demandé de retracer le parcours de celui qui est longtemps resté, les plus jeunes d'entre vous l'ignorent peut-être, un outsider pour le ciné et la télé américaine. En fait, je pense que c'est quelque chose que n'ignorent pas seulement les plus jeunes que nous, c'est quelque chose qu'on ignore tout court en fait en France, c'est qu'on le connaît via ses grands rôles, c'est-à-dire pour les 3 grands rôles qui l'ont fait apparaître de manière tonitruante. Ces 3 rôles, ce sont The Mask, Dumb and Dumber et Ace Ventura. Mais ce qu'on ignore, et je vais même te dire ce qu'ignorait une partie des Américains quand il surgit comme ça en 94, c'est que, en fait, ce garçon-là, quand il arrive à 34 ans au milieu des années 90, il a déjà une énorme carrière, alors pas forcément aussi successful que celle qu'on verra ensuite, mais c'est quelqu'un qui depuis qu'il est conscient en fait, depuis ses 5-6 ans, quand il a été élevé au Canada par des parents qui en fait eux avaient arrêté le show business, son père était jazzman, sa mère était danseuse de music hall. En fait, depuis qu'il est élevé par ces gens-là, il n'a jamais cessé de travailler des grimaces. C'est quelqu'un qui a travaillé des imitations faciales et qui, disons, de ses 5-6 ans à son irruption tonitruante en 94, n'a jamais arrêté de travailler justement cette espèce de polymorphie faciale qui en a fait une créature scénique unique en son genre. Il était capable d'inventer n'importe qui, c'est-à-dire de faire surgir sur son visage n'importe quel personnage politique, culturel. Il faisait Clint Eastwood, Jack Nicholson, John Kennedy, il faisait absolument qui il voulait, même des femmes, même des personnages animés comme Daffy Duck ou Bugs Bunny. Et puis c'est comme ça qu'il s'est fait connaître en fait. Ce qui est intéressant à souligner aussi, c'est que certes il est très vite repéré, donc à 16-17 ans au Canada, il est repéré sur des scènes comiques, en fait des scènes de comedy club, de stand-up, ce qui lui permet à 19 ans d'arriver aux États-Unis et de se faire connaître aussi, et même de faire une première télé en 83 au Johnny Carson Show à 21 ans, je crois. Enfin bref, quelque chose d'assez fulgurant. Mais pour autant, les années 80 ne sont pas pour lui des années de réussite. Parce qu'en fait, une fois qu'on a compris que ce truc était rigolo et une fois qu'on a trouvé que cette performance était admirable à l'échelle d'une fois ou deux, en fait, on n'a jamais trop su quoi faire de lui. Et il a traversé un peu comme ça la télévision, donc une sitcom en 83 qui s'appelait The Duck Factory. Il a traversé des espèces d'arrière-plans dans des films, des seconds rôles, notamment même pour Coppola, dans Peggy Sue s'est mariée, des choses comme ça, mais sans jamais véritablement percer. En fait, ce qui va le faire percer, c'est une émission de sketch qui est très peu connue en France, mais qui là pour le coup est connue aux États-Unis, qui s'appelle In Living Color. Et en fait, In Living Color, c'est une fratrie, les frères Wayans, que vous connaissez peut-être parce qu'après ils vont faire Scary Movie. Et en fait, c'est une fratrie de noirs. C'est une fratrie de 10 frères et sœurs noirs, à qui la toute récente chaîne Fox, donc Fox Entertainment, pas Fox News mais rattaché, Fox Entertainment, qui arrive sur le marché en 89-88 avec des programmes très noirs comme Les Simpsons, comme Mariés 2 enfants. En fait, ils vont leur commander une émission de sketch communautaire.
C'est-à-dire une émission de sketch où on pourrait librement ne pas montrer de blanc en fait et faire une espèce d'anti-Saturday Night Live. Alors pour les plus jeunes, le Saturday Night Live, vous savez, c'est cette émission de sketch qui existe depuis 75 et qui permet de revenir sur un mode parodique et caricatural sur des événements du présent de l'histoire américaine, quoi. Et en fait, le problème du Saturday Night Live, c'est qu'il y avait un noir qui faisait le quota et puis d'ailleurs ça a été Eddie Murphy dans les années 80 et puis c'est tout. Donc en fait, les frères Wayans ont fait l'inverse, c'est-à-dire ils ont renversé tout. Ils ont mis que des noirs et un peu de latinos et de minorités, dont des personnes issues d'origine asiatique. Et il se trouve qu'ils avaient un blanc, au même titre que le Saturday Night Live n'avait qu'un noir. Bah le blanc, c'est-à-dire c'est le show en négatif, hein, le blanc d'In Living Color, ça a été Jim Carrey. Et pourquoi c'est Jim Carrey? C'est parce qu'en fait Damon Wayans, l'un des frères, l'un des plus grands frères de cette fratrie, l'avait vu en fait dans les années 80 et il l'avait vu notamment galérer. Et il s'était dit mais ce mec-là en fait c'est un marginal comme nous, il a pas trouvé sa place. Son show commence à devenir de plus en plus provocateur, de plus en plus vindicatif, de moins en moins consensuel en fait. C'est-à-dire que les petites grimaces gentillettes du début, il en a fait quelque chose de plus en plus torturé, et c'est là qu'ils l'ont apprécié en fait les Wayans. Et c'est là qu'ils lui ont dit mais en fait t'as ta place avec nous. T'es Canadien, en fait au fond t'es un marginal, t'as jamais trouvé ta place. Viens avec nous et viens inventer des personnages, c'est-à-dire ce que tu ne savais pas faire jusqu'ici avec tes imitations. Et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître, et c'est comme ça qu'en 94 il réalise la synthèse de tous ces personnages extrêmement over the top, XXL et très provocateurs. Donc des personnages qui à chaque fois étaient des racistes, des personnages qui à chaque fois étaient des journalistes ou une espèce de bien-pensance blanche qui coexistait très bien avec les noirs à partir du moment où les noirs ne venaient pas dans le monde des petits blancs. Enfin, un truc très provocateur. Jim Carrey était cette blancheur raciste en fait, volontairement, hein, c'est-à-dire caricaturale dans le show des Wayans. Et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Et en fait, il va réaliser la synthèse de tous ces personnages pour faire ce personnage numéro 1 qu'il fait, qui le rend hyper connu mondialement, qui est Ace Ventura. En fait, l'énormité d'Ace Ventura, c'est vraiment la synthèse de l'énormité de tous les personnages qu'il a conçus dans cette émission de sketch-là qui s'appelait In Living Color. Le problème qu'il a très vite rencontré, c'est qu'il s'est retrouvé à passer donc de cette marge extrêmement provocateur à une forme d'autres cases très réduites, qui est celle de la comédie trash grand public, en gros, espèce d'oxymore impossible, mais que lui résumait. Et assez rapidement, c'est ce que toi tu montres dans ton livre, il a tenté d'en sortir et de casser tout de suite le cadre dans lequel on voulait le maintenir. Le truc qui est important avec Jim Carrey, le phénomène Jim Carrey, c'est qu'en fait, ce côté trash, ce côté trop noir, ce côté on explose tout de l'intérieur, ça aurait dû être en fait cantonné à une espèce de comédie bis. Une espèce de Ace Ventura, Dumb and Dumber, et même The Mask. The Mask, bon, il y avait plus de moyens et c'était plus familial, mais Ace Ventura et Dumb and Dumber, ça aurait pu être de l'espèce de comédie bis, post-Zaz, tu sais, Abraham Zucker, un truc un peu contenu dans les marges pour une frange adolescente et bêta, comme Beavis and Butthead l'était pour le cartoon, si tu veux. Mais en fait, pas du tout, c'est devenu les Simpsons, en fait. Ace Ventura, d'un coup, Ace Ventura a propulsé cette comédie vouée à rester dans le caniveau, en fait, de ce qui était proposé, au premier rang, en fait. C'est-à-dire que Jim Carrey, en 94, quand il fait Ace Ventura, Dumb and Dumber, ça devient l'acteur le plus rentable d'un coup d'Hollywood. Et c'est-à-dire que lui-même sort des marges de cette émission de sketch qui était le In Living Color pour imposer quelque chose, comme tu dis, trash, hardcore, over the top, oxymorial, hyperbolique, pour imposer quelque chose qui va devenir en fait la nouvelle norme de la comédie. C'est-à-dire que quand Jim Carrey arrive, déjà il va pas s'arrêter, lui, il va faire Menteur, il va faire Ace Ventura 2, qui est quand même le plus no futur et le plus incroyablement pourri de l'intérieur de tous les films de blockbusters des années 90, et tout le monde va se mettre à le copier en fait. Il va créer une espèce de phénomène dumb où le cartoon duquel il vient va en fait complètement continuer de sa prospérité. Même des énormes acteurs qui étaient connus avant lui comme Robin Williams et Eddie Murphy vont s'autoriser à tremper dans quelque chose de plus trash, de plus régressif, de plus pipi caca en fait. Mais tout le monde va se mettre à le copier et la comédie tout entière va prendre dans le sillage de Jim Carrey, va foncer dans la vulgarité et le populaire en fait. Et c'est quelque chose qui va énormément marcher. C'est même quelque chose qui va, selon moi, et c'est pourquoi j'écris ce livre, dominer et même remplacer le spectacle très populaire précédent qui était celui du film d'action. C'est le succès de cette énormité qui vient dire, bah non en fait, on l'a conçu pour les marges et pour le rire bête, mais il est possible que ça parle à beaucoup plus de gens, tout simplement parce qu'en Amérique, tout simplement parce que dans le monde, on a peut-être envie de rire d'autre chose que du spectacle de la puissance. On a peut-être envie de montrer que l'aspiration au meilleur, c'est-à-dire l'American Dream, le succès, la réussite, peut très bien basculer dans le pire. Et Jim Carrey, c'est ça. Ace Ventura, c'est le moment où Ace Ventura, c'est quelqu'un qui veut réussir, c'est quelqu'un qui réunit toutes les conditions de la réussite comme un personnage des années 80, mais qui d'un coup
s'effondre dans une grimace. La grimace de Jim Carrey, il faut toujours se demander ce qu'elle vient caricaturer, ce qu'elle vient défigurer. Et ce qu'elle vient défigurer, c'est l'élan de la victoire, l'élan de la win, qui en fait ne trouve pas des candidats partout. Et Ace Ventura, Lloyd Christmas dans Dumb and Dumber sont des petits Américains nourris au grain de l'American Dream, qui en fait ne sont pas éligibles à l'American Dream. Et c'est ça qui devient rigolo. Ce qui frappe dans la carrière de Jim Carrey, c'est à quel point, là où il y avait eu cette irruption comique grand public, il va y avoir une espèce de seconde irruption, celle où la critique, mais aussi le public, se rend compte qu'il est un grand acteur, et qu'il est un comédien sérieux, qu'il peut jouer un peu tout, qu'il est capable d'aller se frotter à des cinéastes comme Peter Weir ou comme Miloš Forman, qu'il est autre chose qu'une grimace, justement. Ouais, il est autre chose qu'une grimace, mais je dirais que le moment où il joue pour Peter Weir dans Le Truman Show et le moment où il joue pour Miloš Forman dans Man on the Moon, disons que l'entrée la plus simple pour dire ça, c'est il a envie de casser son image, il a envie de montrer qu'il est sérieux. Et moi, ce qui m'intéresse le plus à ce moment-là, on est quand même encore dans la fin des années 90, en plein, au beau milieu de son hégémonie. Il va faire le Grinch après en 2000, qui est le film qui récolte le plus d'argent cette année-là. On est encore en pleine Carrey-mania. Et moi, ce qui m'intéresse d'analyser, c'est de voir qu'en fait, le moment où Jim Carrey prend conscience de son pouvoir dans l'industrie à Hollywood et qui prend conscience qu'en fait, il peut à peu près faire ce qu'il veut, parce que tout ce qu'il touche devient de l'or, c'est la poule aux œufs d'or. Le moment où il fait ça, il se met en fait à mettre en scène sa propre créature. C'est-à-dire que Jim Carrey, c'est certes cette énormité très régressive et burlesque de Ace Ventura et Dumb and Dumber, mais c'est aussi une créature médiatique. C'est un petit garçon qui, en fait, n'a jamais cessé de vivre pour entrer dans la télévision et pour entrer au cinéma. C'est un petit garçon qui est en fait un des premiers enfants de la télé. Et quand il arrive sur des plateaux de télévision, c'est d'ailleurs ce que moi je suis en train de vérifier quand je monte des archives avec lui, on se rend compte que c'est peut-être l'acteur, et j'ai presque envie de le dire pour toute l'histoire de la télévision, c'est peut-être l'acteur avec Groucho Marx qui a été le plus à l'aise devant les caméras de télévision. C'est-à-dire qu'on ne savait pas le prendre au dépourvu, c'est quelqu'un qui ne se laissait jamais prendre au dépourvu. Pourquoi ? Parce qu'il s'est entraîné toute sa jeunesse à apparaître à la télé. Et quand il arrive dans les années 90, c'est une créature médiatique, c'est une créature télévisuelle. Il sait très bien que les années 90, c'est-à-dire ces années pré-web, en fait, le monde a complètement été enseveli sous les images et notamment sous les normes de la télévision, les normes hyperboliques de la télévision. Donc en fait, il parle cette langue-là. Et pour moi, le moment où il fait disjoncter le Truman Show et Man on the Moon, c'est un moment où, outre le petit virage dramatique, c'est surtout un moment où il prend conscience qu'il peut mettre en scène sa créature. Disjoncté, c'est l'histoire d'un enfant de la télé, c'est-à-dire d'un enfant qui a grandi littéralement devant l'écran. Sa mère partait parce qu'elle était frivole et elle le laissait devant l'écran. C'est un enfant qu'en fait qui souffre d'un manque affectif et qui s'invente des personnalités en calquant sa personnalité sur des personnages de série. Le Truman Show derrière, c'est la continuité, c'est-à-dire c'est un enfant qui littéralement est né sous les yeux des caméras. Alors évidemment, il anticipe la télé-réalité, mais c'est surtout ça que ça raconte. Ça raconte que quel était le meilleur acteur pour jouer ça ? Quelqu'un qui est déjà une créature médiatique, quelqu'un qui est Jim Carrey. Et puis, l'étape d'après, c'est Man on the Moon. Tiens, évidemment, c'est le biopic d'Andy Kaufman, mais qui c'était Andy Kaufman ? Andy Kaufman, c'est quelqu'un, d'ailleurs, qui admirait Jim Carrey, et quelqu'un qui avait très bien compris qu'en vérité, dès les années 70, le réel avait perdu contre le spectacle, et que les coulisses de la télé étaient un autre spectacle. Et donc, pour contrer tout ça, ça ne servait plus à rien de dénoncer de manière un peu européenne, un peu vieux monde, le fait que la société du spectacle devenait une société du spectacle. Lui, qu'est-ce qu'il faisait ? Il proposait un autre spectacle dans le spectacle, un contre-spectacle pour éclater, pour détruire le spectacle de l'intérieur. Et Jim Carrey a très bien compris ça. Jim Carrey, c'est ce qu'il faisait aussi. Comment il détruisait le spectacle de l'intérieur du temps d'Ace Ventura et de ses apparitions à la télé ? Il le faisait non pas comme Andy Kaufman en décevant les attentes, mais en exagérant la réponse au cahier des charges. Ah bon, vous voulez que je sois spectaculaire ? Je vais l'être, mais même au-delà, si bien que vous allez plus pouvoir me contrôler. Et Man on the Moon, c'est le moment où en fait sa filmographie raconte l'histoire de personnages, au pluriel, qui détruisent le spectacle de l'intérieur. Et c'est très méta et c'est très symbolique que Jim Carrey, qui au fond a le même ADN qu'Andy Kaufman, soit celui qui joue Andy Kaufman, et soit ce personnage que la télé n'arrive jamais à saisir. Les années 2000 de Jim Carrey, elles n'ont pas été très très simples. Une fois passé justement ce virage auteur, une fois passé aussi Eternal Sunshine, qui a été un marqueur, en tout cas côté francophone, assez important, parce que la critique française, là, s'est emparée un peu plus du personnage de Jim Carrey, mais américaine aussi. Passer cette vague-là, sur la fin de la Carreymania, et jusqu'à les années récentes même, j'ai l'impression que ces 15 dernières années n'ont pas été très simples pour lui. En fait, le pivot de ça, ce qui se passe, c'est que Jim Carrey, son hégémonie commerciale, c'est les années 90. C'est ce que j'appelle les années pré-web. Mais il y a deux phénomènes qui viennent expliquer le déclin de Jim Carrey, et à travers lui, de toute la comédie, en fait, qui a aujourd'hui complètement disparu. Je parle de la comédie américaine. Le premier phénomène, c'est 2001. Mine de rien, 2001, ça vient, et puis il a l'élection de Bush juste avant, ça vient marquer un coup d'arrêt dans la parenthèse euphorique des années Clinton, dont il
il était un peu le visage. 2001, c'est un moment où l'Amérique n'est plus... Quand je dis l'Amérique, c'est vraiment au sens culturel, socio-culturel. L'Amérique n'en est plus à rigoler d'elle-même, à se regarder dans le miroir et à voir s'effondrer, à voir se fendre le masque de sa réussite avec Jim Carrey. C'est plus trop le spectacle à la mode. Et en fait, au même titre que Jim Carrey va mettre en scène un petit peu sa dépression et son déclin dans des rôles comme Eternal Sunshine, Yes Man, Scrooge, où en fait c'est à chaque fois le même personnage qui déprime et qu'il faut ramener à la vie. En fait, il met en scène le Feel Better Movie, donc quelque chose qui n'est plus du tout subversif, mais qui est plus réconfortant. Le moment où il se passe ça, il se passe sur le terrain des images, la résurgence en fait de l'héroïsme. Et de quel héroïsme ? De celui des super-héros. Et il se passe aussi la résurgence d'un autre spectacle qui va prendre la place de la comédie, qui est celui du spectacle numérique. C'est-à-dire que Shrek, Toy Story, Pixar, DreamWorks vont venir proposer un spectacle qui va parfois faire mine de faire clignoter les lampions de la subversion comme dans Shrek, mais en vérité, ce qui gagne toujours, c'est la féerie. Et mine de rien, de manière assez symptomatique, ce que ça vient avaler, ce que ça vient digérer, c'est les comiques de la génération précédente. Si tu prends Shrek, par exemple, qui ventriloque Shrek, c'est Mike Myers, qui jouait Austin Powers dans les années 90. Qui ventriloque l'âne de Shrek, c'est Eddie Murphy, qui était évidemment un mastodonte de la comédie commerciale des années 90. Et en fait, le numérique va complètement faire disparaître cette génération-là. La grosse comédie énorme des années Carrey, Eddie Murphy, Robin Williams va décliner. Et Carrey décline. Et ce qui est intéressant avec les films que tu citais, c'est qu'il la met en scène, une fois encore, cette dépression-là. Après les années 2010, c'est quelque chose d'encore plus conscient de sa part. C'est les années du retrait, en fait. C'est les années vraiment où Jim Carrey se met en pré-retraite et se renferme presque dans sa chambre pour essayer de se recentrer déjà, se retrouver, quitter un petit peu Hollywood, où il comprend que le branding autour de Jim Carrey, c'est-à-dire le marketing autour de sa marque et tout ça, de son nom, n'a plus de sens, puisque de toute façon son heure est partie. Enfin, ce qui a gagné, c'est les puissances du numérique, ce qui a gagné, c'est Disney qui rachète tout, c'est Marvel. On avale le rire, on cannibalise le rire avec Iron Man, si vous voulez. L'héroïsme armé par le numérique a fini par gagner. Et comment ? En absorbant le rire des cartoons, en absorbant le rire des toons. Les années Carrey, c'est plus possible. Et Carrey, ça, il a très bien compris. Et c'est pour ça qu'il ne joue pas dans des Marvel. Et c'est pour ça qu'on vient pas le chercher sur ce terrain-là. Quand on vient le chercher pour un blockbuster très dernièrement, par exemple pour Sonic, s'il accepte, c'est parce qu'en fait, le personnage, c'est celui d'une créature humaine ringardisée qui essaie de courir après un petit animal, un petit personnage numérique qui, de toute façon, l'a distancé sur tous les terrains. C'est très méta, Sonic. Et si tu regardes ce qui sort aujourd'hui dans les multiplexes, en vérité, la proposition comique, elle est absorbée par Marvel. Elle est absorbée par Pirates des Caraïbes. Elle est absorbée par Star Wars. Aujourd'hui, on n'a plus l'héroïsme d'un côté et la moquerie de l'autre. On a les deux en même temps. Le problème, c'est qu'en fait, le spectacle, il est plus du tout subversif. Il y a une forme de symbole en cette fin d'année 2020 qui est résumée par la présence très importante de Carrey dans le Saturday Night Live dont on parlait tout à l'heure. Le fait que ce soit lui qui incarne Joe Biden, qui a fini par emporter la présidentielle américaine et par battre Trump. Il y a quelque chose de... Alors, il faut évidemment pas étirer les symboles outre mesure, mais il y a quelque chose d'assez fort de voir que c'est Carrey qui incarne ce président inespéré presque en cette fin de 2020. Il y a un symbole et en même temps il m'attriste un peu. Le symbole, il est intéressant parce qu'en fait, Carrey n'a jamais cessé de se moquer de Donald Trump. Carrey, c'est un Canadien, donc c'est un regard qui pourrait être presque para-européen plus qu'américain. Mais là où dans les années 90, il faisait ça de l'intérieur du spectacle pour éclater la carte postale de l'intérieur, ce qui me paraît selon moi être beaucoup plus efficace que ce qu'il a fait après. Dans les années 2000 et 2010, en fait, il s'est mis au moment où il déclinait, il s'est mis à assumer un spectacle, pas un spectacle justement, une critique plus frontale. Ça permettait de recomprendre son geste des années 90 et de voir que oui, en fait, il critiquait vraiment l'Amérique de l'intérieur, mais dans un spectacle grand public, ce qui était, selon moi, ce qu'il y a de plus chevaleresque à faire en termes de critique, c'est le moment où on n'arrive même plus à discerner si vous êtes en train de caricaturer quelque chose ou si vous y adhérez. Ça, c'est vraiment intelligent. Ça, c'est vraiment fort. Le moment où, dans les années 2000 et 2010, il revient à une critique, disons, plus européenne de la barbarie américaine, et donc, où là, on lui propose de faire Joe Biden dans le Saturday Night Live, c'est-à-dire de vraiment frontalement se moquer de Donald Trump, je trouve que c'est un moment qui est un peu vain, parce qu'en fait, Donald Trump est un toon. Donald Trump, c'est une psychologie à un étage qui n'a aucun inconscient et qui continue d'avancer en enfonçant des murs. Et en fait, Donald Trump, la critique, il l'absorbe. Jim Carrey ne peut plus du tout se moquer de Donald Trump. Parce que, de même que l'héroïsme numérique, sous perfusion numérique, a étouffé les rires, en fait, on s'est pas aperçu qu'en écrasant les toons, en annulant la possibilité du ricanement, de manière cathartique, on ne voyait plus le rire qui se moquait de l'idiotie. Et l'idiotie, elle a fini par ressurgir dans le réel sous la forme d'un vrai toon, qui est celui de ce président qu'on a eu pendant 4 ans, qui était Donald Trump. Et c'est là que je disais, c'est un peu un sketch triste de le voir arriver en Joe Biden, parce qu'en fait, c'est complètement inoffensif.
ok, Joe Biden a gagné, ok, Trump a perdu, mais Trump va continuer en fait de sévir. Et de toute façon, l'électorat Trump ne va pas se dissoudre d'un coup. Et la grande théorie de mon bouquin, c'est que si vous supprimez l'idiotie, le spectacle de l'idiotie au cinéma, si vous supprimez le grand spectacle de l'idiotie qui avait une fonction cathartique, le risque c'est de le voir surgir dans le réel. Pour finir sur un truc un peu moins négatif, c'est que ce qui a disparu au cinéma n'a pas disparu tout court. Je veux dire, le rire n'a pas disparu en même temps que la comédie au cinéma. Le rire et même la subversion et même la provocation pure et dure, elle existe toujours. Ça va ressurgir sur YouTube, ça va ressurgir avec d'autres générations. Et je tiens vraiment, et je dis pas juste ça pour le côté un peu positif. Je pense vraiment que la débilité, la crétinerie youtubeuse est exactement la crétinerie qui était celle des studios Max et Net au début des années burlesques, qui a vu apparaître un Charlie Chaplin en 1914. Je pense vraiment que ça va ressurgir, en fait. Il y a quelque chose de très subversif et de très sain, en fait, qui va venir critiquer tout ça. Et je suis sûr que ça va venir d'Internet et ça va venir de ces nouvelles générations qui savent monter des vidéos et qui savent faire des gags à 7 ans avec un smartphone. J'en suis sûr et certain. Et le livre de notre invité, il va connaître une seconde vie sous la forme d'un documentaire consacré évidemment à Jim Carrey et à tous ces questionnements qu'on vient d'évoquer. Ce sera diffusé sur Arte l'année prochaine. Merci à Adrien Desnouettes pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Geoffrey Puitch. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.